Voilà, donc bienvenue, en espérant bien évidemment que chacun ait passé l'été qu'il souhaitait. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc bienvenue pour cette rentrée et nous réitérons ce rendez-vous visio du premier lundi de chaque mois avec le cabinet BDO, expertise comptable, commissariat aux comptes, audit, enfin bon bref, tout ce que fait parmi les meilleurs cabinets effectivement vendéens. Et juste les petits points d'usage avant que je présente nos interlocuteurs et qu'ils se présentent à vous. Donc, merci de couper les micros, c'est très gentil. Merci beaucoup de couper également les caméras, sauf pour nos intervenants, bien évidemment. Je vous rappelle une chose, c'est que cette visioconférence est enregistrée, puisqu'en l'occurrence, elle est à nouveau possible, il est possible de la revisionner en replay sur notre chaîne YouTube MEDEF Vendée. Voilà, donc c'est quelque chose, si vous ne pouviez être avec nous jusqu'à son terme, c'est-à-dire 13 heures, puisque nous avons l'habitude d'être ponctuels sur cette visioconférence, comme pour les autres. L'objet étant que vous pouvez, la partager, mais aussi réindiquer à ceux qui vous entourent tout l'intérêt qu'a pu avoir cette réunion. Et donc, je vais dans un instant laisser la main à Romuald et à Hervé, juste pour, après le mot complémentaire, qui est celui d'indiquer que nous aurons la prochaine visioconférence, donc le lundi 2 octobre, premier lundi du mois, et que celle-ci concernera les datas de votre entreprise, avec ADN Ouest notamment. Donc, ça sera le 2 octobre. Enfin, le premier lundi de chaque mois, 12h, 13h, comme d'habitude. Voilà pour ce qui l'en est. Alors, bienvenue à Hervé et à Romuald qui vont Merci. nous en dire plus sur la croissance, sur l'innovation, point indispensable à l'heure actuelle pour être sûr effectivement de pouvoir s'assurer mieux les débouchés de chiffre d'affaires et d'évolution et de transformation qui sont l'impérieuse nécessité de toutes nos entreprises. Et donc, en l'occurrence, il y aura aussi un angle sur la facture électronique puisqu'il y a quelques changements, mais je ne dépeins rien de ce qui nous sera dit tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, comment sécuriser et maximiser vos aides gouvernementales? Tout simplement parce que nous revenons, je parle du MEDEF et d'une belle délégation de dirigeants vendéens de la rencontre des entrepreneurs de France, qui est le rendez-vous politico-économique de cette rentrée. Et en l'occurrence, le thème de l'innovation a été très, très marquant avec le levier que souhaite porter le gouvernement pour aider les entreprises dans leur logique d'innovation. On sait que l'innovation, c'est coûteux, mais qu'il y a des solutions pour amoindrir ce coût, être en participation positive d'une collégiale qui est celle de l'entreprise pour pouvoir orienter sa production de services ou sa production de biens, tout en étant responsable. Voilà. Romuald, Hervé, vraiment bienvenue. Merci, je suis Merci ravi que beaucoup. le cabinet Merci à vous. BDO nous accompagne sur cette réunion. Écoutez, voilà, vous nous indiquez avec un petit signal quand le diaporama doit passer. C'est à vous, messieurs. 10 minutes d'échange qui se feront en fin de réunion. Et puis d'ici là, vous pouvez par le chat Teams eh bien, proposer vos questions et nous saurons, par l'œil averti de Romuald et Hervé, pouvoir y répondre le cas échéant au fil de l'eau en fonction de la complexité de Oui. la question ou moins. Hein, d'accord? Merci. Qui entame les choses? Romuald, je crois. Bienvenue. Non, je vais laisser plutôt la part à Hervé. Alors, Hervé. D'accord. En Bon, tout cas, merci de me recevoir. j'entre en danse. Merci beaucoup, Samuel, pour cette introduction. Donc, merci beaucoup à tous les participants du MEDEF. On est vraiment très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, juste en quelques mots, donc Hervé Motet, je suis directeur associé au sein du groupe BDO. Donc, effectivement, je suis accompagné de mon collègue chargé d'affaires Romuald Régnier. Et aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de vous présenter un petit peu dans le cadre d'une stratégie de croissance et d'innovation, de ne pas oublier le pan public, que ce soit sur une meilleure compréhension de son imposition, là où on peut effectivement générer des leviers d'économie, et aussi sécuriser des aides gouvernementales, qu'elles soient en termes de crédit d'impôt ou d'aide directe.
Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui et le menu, et je vous remercie Samuel pour enchaîner sans transition sur le contenu de ce webinaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on va faire un premier pan qui va être sur la croissance. Donc Romuald va vous présenter un petit peu dans un contexte de croissance où vous allez avoir des dépenses pour rénover vos sites, racheter de l'outillage, pouvoir effectivement se relocaliser, avoir plus d'espace de parking, voir tous ces éléments où il y aura un impact sur votre imposition et sur lesquels effectivement c'est intéressant de s'y pencher. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez ce contrôle-là, eh ben, écoutez, ça vous permet effectivement de faire des économies qui pourront être réinvesties dans votre croissance. Le deuxième pan sera l'innovation et je me chargerai de vous expliquer un petit peu les aides qui sont en place et comment les sécuriser de manière générale. Et comme Samuel l'a mentionné, nous ferons un petit point d'actualité sur la facture électronique. Malgré les reports qui ont été annoncés par le gouvernement, nous pensons que cette facture électronique est un changement indéniable dans la vie des entreprises. Il est important pour vous de vous y préparer. Voilà, donc je souhaitais effectivement très, très brièvement vous présenter BDO. Donc BDO, c'est le 5e réseau mondial d'expertise, d'audit et de conseil. Donc effectivement, en France, on a 54 bureaux. Donc on a un maillage territorial assez important avec une forte logique de croissance, mais nous avons gardé notre cœur de clientèle qui est la TPE, PME et ETI, qui aujourd'hui reste notre vivier de clientèle et pour lesquels effectivement nous avons un service de proximité tout en ayant les expertises qui vont pouvoir vous permettre d'avancer dans vos projets. Voilà, donc après cette petite minute de publicité, nous allons passer aux informations. Donc je laisse mon collègue Romuald peut-être présenter un petit peu plus amplement la partie croissance, où effectivement on pense que c'est important que vous compreniez un peu mieux ces leviers d'économie sur l'imposition. Ouais. Donc bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc moi, je suis, comme disait Hervé, chargé d'affaires donc sur le secteur de Vendée. Et quand on parle de croissance, effectivement, pour les entreprises, on pense effectivement donc investissement machine ou alors on pense augmentation du chiffre d'affaires ou ça peut être aussi d'investir dans sa machine. Donc, ça veut dire aussi faire construire, faire une extension et tous ces sujets-là, qu'on soit dans un secteur tel que la Vendée ou en région parisienne ou dans différentes implantations, eh bien, on est exposé à un phénomène donc des différentes taxes locales qui sont en règle générale mal maîtrisées ou difficilement maîtrisées. Quand on parle des taxes locales, eh bien, vous avez le schéma qui est en dessous. Ça englobe les taxes sur les valeurs locatives qui regroupent la taxe foncière et la CFE. Ça englobe aussi la TSB, donc c'est ce qu'on appelle la taxe sur les bureaux. Alors, on le voyait principalement en région parisienne. Aujourd'hui, elle s'étend à d'autres régions, entre autres, à titre d'exemple, la PACA. La CVAE, alors c'est vrai que c'était un sujet, je ne suis pas là pour en parler, mais elle devait être emmenée à disparaître l'année prochaine. Or, celle-ci sera emmenée à disparaître durant le quinquennat donc, à venir. La TASCOM, on est lié sur des taxes sur les surfaces commerciales. On parle aussi de taxes sur les consommations d'énergie. C'est un sujet d'actualité, donc qui est assez vaste, mais pour lesquels il y a des choses à observer. Et taxes d'urbanisme, eh bien là, on est plutôt dans le phénomène du dépôt de permis de construire pour agrandir ou faire une extension. Voilà, ça c'est l'ensemble de ces taxes qu'aujourd'hui, il est intéressant d'observer, de bien comprendre. Elles dépendent principalement aussi de votre activité. C'est ce que l'on verra dans la slide suivante. C'est ce que l'on appelle l'activité soit de type industriel ou commercial. Voilà.
Quand on parle de ces taxes, on a du mal à appréhender qu'il peut y avoir des leviers d'économie. Euh, Ça repose, comment est-ce que l'on peut observer ces économies? Eh bien, soit à travers un état des lieux, c'est-à-dire qu'il faut observer, c'est plutôt de se dire aujourd'hui, j'ai une entreprise, je me délocalise, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas dans le calcul de ma taxe foncière et ou de CFE. Donc ça, c'est un constat qui est important d'observer parce qu'il peut y avoir, effectivement, dans cet état des lieux, des leviers d'économie. Dans ce que l'on appelle aussi la reconstitution des bases d'imposition, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de votre activité, que vous soyez industriel ou plutôt prestataire de services, eh bien, il y a des critères qui sont à prendre en compte et qui peuvent être des leviers d'économie. Si on parle de commercial, on va plutôt raisonner en termes de surface utilisée. Il faut bien apprécier toutes les surfaces. Et puis, quand on parle industriel, ça va plutôt être d'apprécier la dimension de l'outil de production. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle la recherche de régime de faveur. Eh bien, là aussi, en fonction de votre activité, en fonction de votre lieu d'activité, il peut y avoir ce qu'on appelle des exonérations. Donc ça, c'est des choses qu'il faut explorer, mais qui sont très spécifiques, pas forcément faciles à cerner. L'application de jurisprudence favorable, c'est pareil, on va être sur des sujets qui vont donner lieu à des nouveaux textes. Comment elles s'appliquent? Est-ce que je rentre dans le cadre ou pas? Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à exploiter. Et puis, le dernier cadre, c'est ce qu'on appelle la comparaison avec l'imposition existante et détermination des conclusions. Eh bien, c'est lorsqu'on est en discussion avec l'administration, il est important de bien comprendre qui je suis, ce que je fais, où je suis, pour un moment aussi équilibrer la discussion que vous pouvez avoir avec l'administration lorsque celle-ci peut vous observer et vous présenter un rôle supplémentaire ou vous redresser. Voilà. Comment s'apprécier rapidement au niveau de votre taxe foncière? Eh bien, quand on parle de l'outil industriel, donc c'est la méthode U, eh bien, ça prend les postes suivants, le poste construction, le terrain et les agencements de construction. Quand on parle d'agencement, c'est ce qui compose, c'est votre outil de production. Hein, ça va être toutes vos lignes. Et là, il peut y avoir les erreurs que je vous ai traduites à côté. Le traitement des postes d'immobilisation, eh bien, c'est dans le cadre où, je reprends mon exemple, je déménage, j'enlève mon outil de production, cette image d'enlever peut déjà être une source d'économie, parce que certaines fois, on s'aperçoit que dans cet outil, eh bien, il y a des choses qui sont comptabilisées, valorisées et qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'empilement des immobilisations. Eh bien, c'est l'historique de l'entreprise. Effectivement, on peut cumuler ou avoir la difficulté de sortir certaines valeurs de vos immobilisations. Ça peut être le type, on peut avoir 3 toitures ou des ravalements, voilà. Eh bien, ça, il faut observer qu'on est sur des bons montants et qu'on on cumule pas ces immobilisations. Le stockage, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure, c'est en fonction de votre activité, on va plutôt parler activité de stockage de bureau, c'est ce qu'on appelle une méthode C, dite commerciale. Là, on va raisonner sur des surfaces principales. Il faut tenir compte de savoir si elles sont couvertes, non couvertes, il y a les parkings. Et tout ça, toutes ces surfaces que je vous ai citées, eh bien, sont appliquées ou appréciées avec un coût au mètre carré. Ce coût au mètre carré, il est identifié par rapport à un local de référence en fonction de votre catégorie. Donc, c'est important ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de votre activité, votre lieu géographique et vos surfaces, eh bien, il peut y avoir des erreurs, c'est une mauvaise catégorie des surfaces. C'est-à-dire que dans les surfaces, peut être inclus des surfaces couvertes dans des surfaces non couvertes. Il peut y avoir aussi, dans le choix du local de référence, eh bien, un local de référence, un coût au mètre carré qui peut être différent. Et puis, le retraitement des surfaces, c'est de bien vérifier que toutes les surfaces sont bien déclarées, que j'en ai pas déclaré trop, et de façon à avoir un coût au mètre carré ou des surfaces surtaxées. Quand on parle de taxe d'urbanisme, elle n'est pas forcément bien maîtrisée, mais là où il y a des choses à observer, c'est cette taxe, elle est composée donc de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologique, donc c'est l'étude des sols, et puis toutes les participations au raccordement. Donc ça, ce sont les critères de base qui catégorisent, en fin de compte, qui permettent d'apprécier ces taxes d'urbanisme. Et les erreurs que l'on peut
observer ou qui peut être engendré, c'est des exonérations spécifiques qui ne sont pas appliquées. Des arrêtés qui peuvent être non conformes d'une commune à une autre, d'une année à une autre, eh bien, il peut y avoir l'application d'un arrêté pour lesquels il n'a pas été renouvelé. Il peut y avoir un traitement donc de calcul émis par l'administration qui peut être source, qui peut être erroné aussi, mauvaise application de la taxe ou du taux, tout simplement. On vous a présenté, on a voulu vous présenter un petit peu parce que c'est vrai que ça fait un peu barbare, c'est quand on parle des sujets des taxes, on a voulu illustrer par rapport à des cas qu'on a rencontrés l'exemple d'une clinique qui s'est vue avec un coût au mètre carré initial donc à hauteur de 70 €. Et quand on regarde de manière spécifique par rapport à la région, eh bien, il pouvait s'appliquer un coût au mètre carré de 32 €. Donc, forcément, l'impact reste significatif. Pour une activité de casse automobile sur un foncier, eh bien, quand je vous parlais tout à l'heure des immobilisations, des outils, eh bien, on a pu apprécier qu'il y avait 330 000 € de montant d'agencement qui était à retraiter. Et l'impact au niveau donc, de la base, eh bien, ça a pu être un retraitement de la base des valeurs locatives foncières d'un tiers. Sur un promoteur immobilier, sur une taxe d'urbanisme, eh bien, on a pu réduire sa taxe de 80%, donc une économie de 425 000 € parce qu'il n'y a pas eu l'application d'un abattement qui lui permettait de diminuer de 50% sa taxe. Et sur une fonderie, au niveau donc de l'énergie, comme on disait tout à l'heure, eh bien, il y a eu une révision du tarif et de l'application d'un complément d'exonération de 40 000 €, tout simplement par rapport à la bonne, on a pu redimensionner l'outil industriel par rapport à sa consommation et par rapport à ses taxes avec cet impact qui est présenté. Donc, il y a des choses, ces taxes-là, ce n'est pas à négliger. Comme on le disait, ce sont des leviers d'économie, mais pour cela, effectivement, c'est pas facile d'être averti. Donc, voilà, il y a des choses à observer. Les exemples le prouvent. Quand on parle des aides d'énergie, on parle aussi de taxes et aides d'énergie. Là aussi, c'est un sujet qui est assez vaste, qui est d'actualité, mais pour lesquels, eh bien, en fonction de votre taille, que vous soyez une ETI, une TPE, une PME, avec les bonnes définitions, il y a des opportunités qui peuvent être présentées en fonction aussi donc, de vos consommations. Il peut vous être présenté le fameux bouclier en fonction des taux régulés donc de vente ou sur une offre de marché. Tout dépend un peu de votre contrat. Il peut y avoir les amortisseurs, il peut y avoir la TICFE et ou TICGN, ce sont les taxes que vous voyez sur vos factures. Eh bien, il y a des particularités qui peuvent être observées en fonction de votre calcul de votre valeur ajoutée. Il peut y avoir des aides au guichet. Bon, ça, c'est à apprécier en fonction de votre éligibilité ou pas, et puis toutes les garanties d'État. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut observer au cas par cas. Et puis, on observe aussi par rapport à ces sujets, en fonction donc, de votre outil, de votre investissement, qu'il soit lié aussi bien pour le côté production, que ce soit pour l'environnement, que ce soit votre impact sur le carbone en fonction de vos matières utilisées, eh bien, on a résumé les principaux organismes financiers que vous devez connaître ou pour lesquels vous êtes déjà sollicité ou pour lesquels on vous oriente. Voilà. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, il y a un nombre assez important de guichets sur lesquels effectivement on n'a pas pu couvrir de manière exhaustive toutes ces aides. On a effectivement aussi beaucoup aujourd'hui des aides et lors de stratégies de croissance, on a aussi beaucoup de recrutement. On a des aides à la formation, on a aussi les aides CARSAT et sur lesquelles effectivement on peut aussi apporter plus d'informations et qui peuvent être aussi des leviers assez intéressants dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'intégration pour des nouvelles recrues. Voilà, donc ce sont des exemples, il y en a d'autres et on sera ravis de pouvoir vous apporter plus d'informations selon vos projets.
Merci beaucoup pour cette première étape avant de se tourner vers Hervé. Juste plusieurs points. Le premier point par rapport à ce qui vient d'être dit, donc d'abord, merci pour la capacité, et on le voit, il y a des noyaux et des foyers d'économie, on l'a dit, des leviers d'économie en termes d'optimisation des taxes, et Oui, il ne faut surtout pas s'en priver. Il est un enjeu de compétitivité de Ouais. n'importe quelle entreprise pour pouvoir profiter de cela, et donc en l'occurrence, il y a bien évidemment les cabinets d'expertise comptable, BDO est parmi effectivement les plus significatifs, comme ça a été dit par Hervé tout à l'heure. Il y a également les chambres consulaires, hein, je me dois aussi de les Absolument. citer comme étant parfait. accompagnants sur ces angles-là, même si après la précision, c'est vous qui mettez les chiffres dans les comptes de résultats et les bilans, et qui donc ont les impacts les plus finaux finalement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur la CVAE, puisque tu l'as très bien dit, Romuald, c'est-à-dire que elle va s'éteindre, elle devait s'éteindre en Mhm. 2024 Ouais. complètement, et cette taxe, finalement, s'éteindra sur le quinquennat en cours d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. En l'occurrence, la rencontre des entrepreneurs de France qui a eu lieu lundi et mardi dernier, nous avions l'introduction avec Emmanuel Macron en vidéo parce qu'il était pris avec les ambassadeurs de France, mais en l'occurrence, Elisabeth Borne était là le lundi, c'est elle qui a fait l'introduction après le message de bienvenue et des attendus du nouveau mandat de Patrick Martin, le numéro 1 du MEDEF au national, et il a été fortement appuyé par Patrick Martin, ce à quoi Elisabeth Borne a répondu, sur effectivement une suppression que nous souhaitons, nous MEDEF, d'accord, beaucoup plus rapide. Là encore, un enjeu de compétitivité par rapport à tous les événements qui Mm. sont ceux de l'inflation sur les intrants, l'inflation sur, bien évidemment, la pression salariale, mais aussi sur l'énergie, font qu'il serait forcément très très bienvenu que la CVAE disparaisse comme il était prévu, c'est-à-dire en 2024. Donc nous allons bien sûr utiliser les meilleurs arguments pour justifier auprès du gouvernement qu'il puisse réviser cette position de l'étalement de la suppression sur les 4 prochaines années. D'accord. Donc, simplement pour vous dire que nous menons au MEDEF ces combats-là pour les bienfaits que cela procure à l'entreprise, toujours et encore pour des enjeux de compétitivité. Nous avons remis le couvert sur cette même thématique avec Bruno Le Maire qui était là le lendemain, donc le mardi matin, d'accord. Et donc, bis repetita, même si lui nous a dit la même chose que sa première ministre, ce qui paraît normalement aligné, nous avons aussi redit que nous voulions impérativement voir cette CVAE disparaître le plus vite possible, et donc 2024. Donc on va mener ce combat parce qu'il en est un, mais nous saurons avoir l'écoute attentive que nous espérons pour ce sujet. Voilà, c'était juste une parenthèse que je referme avant de passer sur l'angle innovation. Et si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas par le chat à nous les indiquer. Hervé, je te Euh, repasse la main. Super, merci beaucoup Samuel. Et je suis tout à fait en lien avec ce que vous disiez, Samuel, et notamment sur, on sait très bien que les entreprises vont recevoir leur avis de taxes foncières, et croyez-moi, il va y avoir des surprises. Donc, on sait qu'il y a une augmentation significative, malgré le fait qu'elle a été réduite de 50% quelques années auparavant. Il en reste qu'il y a une augmentation forte, notamment sur la taxe foncière, mais aussi sur la valeur indicative, valeur locative foncière. Donc les deux index augmentants, il est important de le regarder. Donc on voulait aussi effectivement parler de l'innovation, parce que l'innovation, ça reste quand même un élément important dans la stratégie de différenciation d'une société. On n'innove pas parce qu'on a envie d'innover, on innove parce qu'on veut être compétitif. Et donc, effectivement, lorsqu'on parle d'innovation, on parle d'abord d'un projet. C'est important de situer les aides gouvernementales par rapport à ce projet. Donc je laisse, mes collaborateurs du MEDEF, mettre, la voilà, merci. Hem, Situer, si vous voulez, les aides gouvernementales selon que le projet a commencé ou pas. Et ça, c'est important, hein, parce que, nombre de fois, Romuald et moi-même avons Ouais. eu des entretiens avec des entrepreneurs qui nous disent: «Ah bah, c'est bon, on a commencé le projet, on aurait besoin d'une subvention», et on dit: «Bah, écoutez, c'est peut-être un peu trop tard». Parce qu'en fait, une subvention, à la base,
donc, quand on parle de subvention, on parle d'aide directe, hein. Donc, on parle effectivement d'aide soit sous forme de subventions publiques ou parfois sur des prêts à taux zéro, des prêts, des avances remboursables de la BPI. Il faut un élément de planification. Les aides directes, en majorité, ne sont pas rétrospectives. Donc, il y a un élément de considération. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est que si vous avez des discussions pour développer un nouveau produit, automatiser votre process industriel, penser à de nouveaux services, à mettre en place de nouveaux services innovants, sachez que vos subventions ne seront compatibles que lorsque votre projet n'a pas encore commencé. Ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de sociétés ne peuvent pas prétendre à ces aides directes. Donc aujourd'hui, dans les guichets que l'on retrouve très, très souvent, la BPI est un acteur, indéniable de support et de soutien, que ce soit pour, les PME, les ETI ou même les grands groupes, hein. L'ADEME, beaucoup d'aides sont effectivement, supportées, hein, par exemple sur le fonds chaleur de l'ADEME ou sur des aides, ponctuelles lorsque votre projet a un impact environnemental ou une réduction, de son impact, nocif pour l'environnement. Et effectivement, nous avons aussi des acteurs de l'Union européenne, hein. Donc, j'ai noté effectivement le Fonds européen, de développement régional et France 2030, qui restent effectivement, des fonds nationaux sur lesquels effectivement vous avez beaucoup d'appels à projets qui sont intéressants à répondre. Il y en a un autre qui est, Horizon Europe, qui est le fonds à vos souhaits. Le fonds, de recherche publique, pour, la recherche et développement, qui est l'Horizon Europe, qui est un projet, qui est une aide, enfin qui est un dispositif d'aide, extrêmement, significatif, mais qui implique une rigueur et une préparation en amont qui est substantielle. Donc aujourd'hui, nous avons, nous allons le mentionner, mais nous n'allons pas nous y attarder car aujourd'hui, ça implique, un vrai projet avec souvent des partenariats avec des universités, heu et des dossiers extrêmement compétitifs où le taux de succès est souvent en dessous de 10. Donc ce sont des aides extrêmement lucratives, mais sur lesquelles effectivement, il faut vraiment faire un travail de fléchage et de planification pour savoir si, c'est intéressant. Lorsque votre projet a commencé, il y a quand même des aides qui existent et c'est souvent, des crédits d'impôt, donc les crédits d'impôt innovation et crédits d'impôt recherche que nous allons, expliquer de manière un peu plus substantielle dans les prochaines slides. Et là encore, nous menons effectivement cette logique, cette influence auprès du gouvernement pour ne Mmh, pas supprimer ces crédits oui, d'impôt qui sont bien sûr. très dynamiques pour aider aux leviers d'innovation qui sont nécessaires à nos entreprises. Donc voilà, c'est vrai que le pays est endetté, mais va falloir opérer les bons arbitrages et ne pas se tromper effectivement de cible pour ceux qui se verraient contraindre ou voir supprimer des avantages qui sont vertueux. Tout à fait. Alors, on a mentionné sur les aides les familles d'aides, différentes, aides selon, le type de projet que vous avez, hein, que ce soit une aide à la recherche et l'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux services et le TRL qui est, Technology Readiness Level qui, effectivement, selon le développement de votre produit, où est-ce que vous êtes le plus proche du marché ou pas. Donc vous voyez, quand vous êtes, au développement, 2, bah, vous êtes dans la faisabilité, dans le concept et jusqu'au démonstrateur avant commercialisation qui est, TLR, 7. Vous avez les aides à la décarbonation, donc on revient sur, le guichet, ADEME où effectivement vous pouvez avoir des analyses de cycle de vie, des réductions des consommations de produits procédés. Ces analyses techniques sont très en amont et peuvent être extrêmement utiles lorsque vous n'êtes pas sûr, d'investir. Eh ben, écoutez, faites ces analyses en amont qui sont souvent, supportées par l'ADEME, qui vont vous permettre d'avoir tous les éléments propices à une décision qui, sera, marquée de plus de certitude.
des aides à l'investissement productif dans le cadre de relocalisation, d'augmentation de capacité, robotisation. Là, aujourd'hui, vous avez toutes les aides régionales qui existent, qui sont très intéressantes. Vous avez des aides FEDER qui peuvent être tout à fait intéressantes à considérer, et les aides à l'économie circulaire, éco-conception, traitement, revalorisation des déchets. On revient sur le même guichet aussi. Je laisse mentionner. Alors, ces fameux crédits d'impôt à la recherche et l'innovation sont des crédits qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, nous avons des sociétés qui sont tellement organisées sur le crédit d'impôt qu'on a des personnes qui nous appellent pour, effectivement, en amont de certains projets, demander s'ils sont éligibles à ces crédits d'impôt ou non, pour les aider à la décision. Parce que ce ne sont pas que des crédits d'impôt, hein, c'est un vrai support fiscal qui est dans une comptabilité de groupe considérée comme des produits exceptionnels. Pourquoi? Parce que ces crédits d'impôt, ce sont des créances envers l'État. Le gouvernement, quelle que soit la taille de votre entreprise, va vous les devoir. Donc, si vous êtes une PME, vous avez vous imputez sur votre impôt sur les sociétés, mais si vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés, vous pouvez avoir un remboursement immédiat. Et si vous n'êtes pas une PME, petite moyenne entreprise, il pourra être différé jusqu'à 3 exercices comptables suivants. Mais au bout du 3e, vous pourrez redemander ce remboursement. Donc, dans tous les cas, ce crédit d'impôt, il est acquis. Donc, c'est une vraie aide et ça implique 2 types d'activités. Donc, premier, crédit d'impôt innovation, réservé qu'aux PME, mais qui implique le développement de produits innovants qui sont nouveaux sur le marché. Et le critère, c'est un critère de nouveauté en termes de benchmark par rapport à vos concurrents. Donc, il faut pouvoir démontrer que par rapport à ce qui existe sur le marché, vous ayez un élément de différenciation positif, que ce soit sur les performances techniques, l'éco-conception, l'ergonomie ou l'augmentation fonctionnelle. Aujourd'hui, ces crédits d'impôt ont été augmentés, puisqu'aujourd'hui, on va sur 2023 à être sur plus de 120 000 € maximum et effectivement couvrir dans tous les cas 30% de vos dépenses de recherche et développement. Donc, vous pouvez inclure des activités telles que les études de marché jusqu'au prototypage, donc jusqu'à l'installation pilote ou le prototype avant la mise sur le marché. Sur le crédit d'impôt recherche, on est beaucoup plus, et donc qui est accessible à tout type d'entreprise, on va être beaucoup plus sur de la recherche où il y a une rupture par rapport à l'état de l'art. Donc, l'état de l'art étant les connaissances existantes dans un champ d'ingénierie. Donc, il faut pouvoir démontrer que votre projet va augmenter les connaissances qui existent dans le domaine public. C'est-à-dire que votre, entre guillemets, le gouvernement vous sponsorise pour augmenter vos connaissances en tant que professionnel de votre métier et expert dans votre domaine. Donc, il faut pouvoir montrer qu'effectivement, ces connaissances, vous ne les aviez pas, elles n'étaient pas accessibles dans le domaine public. Et dès lors, vous allez devoir faire une démarche d'expérimentation ou de recherche. Et cette démarche-là va être effectivement ce qui va être mis dans le crédit impôt recherche. Ce crédit impôt recherche est lucratif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une déduction fiscale. Ça valorise l'innovation. Comme je disais, dans des comptes consolidés d'entreprise, ça représente un montant qui va être valorisé comme si c'était un produit exceptionnel. Ça améliore l'EBITDA, ça aide à la décision, ça minimise le risque et ça structure la R&D. Pourquoi? Parce que vous avez un avantage fiscal significatif, mais en contrepartie, ça impose une certaine rigueur et un formalisme vis-à-vis de votre documentation, du pointage des temps, sur la description des travaux réalisés, sur la démarche expérimentale que vous mettez en place et l'articulation de tout cela. Donc, ça implique
un cercle vertueux en termes de structuration de la R&D qui est important de mentionner, sur lequel effectivement, lorsque vous mettez en place ce type de démarche, eh bien, il est important de pouvoir démontrer que vous êtes effectivement rigoureux dans votre démarche, que ce soit dans la détermination des projets, dans le calcul de l'assiette des crédits d'impôt recherche, que dans la documentation en tant que telle. Forcément, dans un webinar de 50 minutes, on ne va pas aborder tous les dispositifs liés à l'innovation. Il y a aussi d'autres dispositifs fiscaux qui existent, notamment le SICO, qui est le petit frère ou la petite sœur du crédit d'impôt recherche, qui lui est apparu lorsqu'on a mis une réforme sur les coûts de sous-traitance liés aux organismes publics qui auparavant permettaient d'avoir un dédoublement de vos coûts. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, crédit d'impôt recherche représente 30% des dépenses de R&D, mais lorsque vous aviez un contrat de sous-traitance avec une université, eh ben, ce coût-là était multiplié par 2. Donc vous aviez effectivement votre sous-traitance aux universités qui était sponsorisée à 60%. Ce dispositif a été éliminé et a été créé un dispositif complémentaire au CIR qui s'appelle le SICO, qui est crédit d'impôt de recherche collaboratif et qui effectivement permet d'avoir un crédit d'impôt de 40% au lieu de 30%, selon certains principes qui est effectivement une vraie collaboration de recherche et que effectivement ça a bien été formalisé en tant que tel. Vous avez les tests CIFRE qui sont très intéressantes, qui vous permettent effectivement, lorsque vous avez un besoin d'expertise pour un problème ponctuel, eh bien, vous pouvez avoir la mise à disposition de jeunes docteurs, des thésards en fait, qui effectivement vont pouvoir travailler pendant 2-3 ans sur une thèse pour répondre à des problématiques avec des forts subventionnements. Et ces subventions vont être compatibles avec le crédit d'impôt recherche. Donc il y a un effet de déduction, mais vous allez pouvoir utiliser les deux dispositifs en même temps. Vous avez le dispositif Jeune Entreprise Innovante qui permet d'avoir des déductions fiscales et sociales sur effectivement les 8 premières années d'activité d'une société qui considère que 15% de ses charges engagées sont des charges engagées à la R&D. L'IP-Box, qui est peu connu, hein, qui est donc un dispositif de défiscalisation de vos revenus liés à la propriété intellectuelle. Donc, lorsque vous avez des brevets, lorsque vous avez des licences logicielles ou que vous avez certains actifs de propriété intellectuelle, vous allez pouvoir avoir un IS réduit de 25 à 10% lorsque vous êtes dans une activité de licensing, donc sous-cession, concession ou vente de vos titres de propriété intellectuelle. Donc voilà, c'est important de comprendre tous ces dispositifs-là, savoir ceux qui sont applicables à vous et pouvoir mettre en place une démarche de sécurisation de ces dispositifs qui sont en majorité déclaratoires. On ne pouvait pas faire un point d'actualité sans la facture électronique, qui est un mot d'ordre assez important parce que c'est une contrainte pour beaucoup de sociétés à organiser, à mettre en place. Donc, on voulait effectivement vous le rappeler, tout en sachant que si vous avez des questions précises là-dessus, nos collaborateurs de BDO seront ravis de pouvoir répondre à vos questions. Je laisse mettre la slide suivante. Ah. Donc, l'objectif de la facture électronique, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Hein, donc, c'est plus de 15 milliards d'euros en France. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une automatisation, une réduction des coûts et des délais de paiement pour permettre aussi une amélioration de la compétitivité et faciliter les déclarations et le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, c'est une amélioration des connaissances en temps réel de l'activité des entreprises et pilotage des politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment les objectifs majeurs. Et ça implique quoi? Et là, je vous laisse effectivement dérouler la prochaine slide.
Eh ben, c'est la mise en place, d'un système effectivement, automatique de déclaration, de ces dispositifs. Donc aujourd'hui, cet échéancier, va être reporté à la prochaine loi de finances 2024. Mais l'idée de départ, c'est effectivement, de pouvoir, solliciter les grandes entreprises pour une mise en place en juillet 2024 et un décollage, et un atterrissage, progressif pour les ETI et TPE et PME jusqu'à janvier 2026. Aujourd'hui, on a quelques éléments d'information, mais qui seront promulgués, après, l'acceptation et l'approbation de la loi de finances, 2024 qui, sera certainement sujet à beaucoup de débats, hem, pour lesquels effectivement, nous aurons plus de détails. Nous savons que cet échéancier, initial va être bousculé, va être reporté. Voilà, Et nous avons porté, je parle bien du MEDEF, effectivement, ce décalage et ce report tout à fait. auprès du gouvernement, tout simplement parce que nous ne voudrions pas revivre ce qui avait été vécu avec le sujet de l'INPI et d'Infogreffe. Mmh, On s'en souvient tous, au 1er janvier, alors que nous étions sur un système un process qui fonctionnait très bien depuis des ouais, années. Un changement est intervenu pour s'orienter vers l'INPI. Et là, malheureusement, beaucoup de cailloux dans la chaussure pour revenir sur le modèle Infogreffe, qui s'est d'ailleurs prolongé une fois, reprolongé et prorogé 2 fois, mmh, pour faire en sorte effectivement qu'on revienne sur un modèle qui fonctionne. Donc, à la lecture de l'avancée administrative et sans vouloir prendre de risques, nous avons invité le gouvernement à être précautionneux et donc à décaler la mise en œuvre. Ils nous ont déjà entendus et tant mieux, il y aura peut-être d'autres reports s'ils n'amènent pas suffisamment les garanties que tout si, fonctionnera comme il le fallait. N'oublions pas qu'ils font aussi des choses très très bien. Le prélèvement à la source a été un vrai succès et qu'il faut savoir aussi ne pas toujours critiquer, ou en tout cas de manière aussi constructive et positive quand c'est le cas. Mais en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de garanties sur la facture électronique pour être certain que cela pouvait se mettre en place aux dates initialement prévues. mmh. Voilà. Alors l'idée, c'est qu'au-delà d'un report, c'est vraiment important que les gens s'y intéressent parce que, au-delà d'une contrainte, bah, c'est une réorganisation, de vos process, de facturation. Donc à qui ça s'adresse? Bah, c'est pour toute personne qui est assujettie à la TVA, que ce soit établie en France, et qui est redevable. Hem et effectivement, toute personne, là-dessus qui va être impliquée. Donc ça exclut les particuliers, les associations à but non commercial et les entreprises non établies en France. Donc dès que vous avez une domiciliation en France, vous allez à un moment donné être impliqué dans cette réforme. Voilà, donc à retenir, la croissance, bah, en fonction de votre activité, c'est apprécier le modèle d'imposition USC et ses subtilités pour, tout ce qui est, valeur locative foncière, d'organiser en amont, les dépenses de construction et leurs potentiels impacts fiscaux, mais aussi en termes de demande de subventions. L'État peut vous y aider, pensez-y et je pense que vous avez listé quand même des guichets qui sont, hem, je dirais, pourvoyeurs d'informations et qui effectivement souhaitent toujours supporter, les entreprises dans leur développement. Sur l'innovation, bah, c'est sécuriser vos dispositifs fiscaux tout en planifiant vos aides et subventions avant les investissements avec une vue à long terme. Et pour la facture électronique, ben, c'est vérifier et anticiper la mise en application avec une date butoir dépendant de la taille de votre entreprise. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement de faire un tour assez complet, pour permettre au maximum de personnes d'avoir des informations à titre, informatif, mais on est aussi tout à fait ouvert. On a un petit peu d'avance, aujourd'hui, on est à 12h45. Donc n'hésitez pas, à nous demander, on sera ravis de pouvoir vous apporter plus d'informations et vous apporter l'aide, avec, les bons experts. Pour compléter ce que vient d'évoquer Hervé et Romuald d'ailleurs, pour information, normalement la suppression de la CVAE, on y revient, devrait provoquer un choc de compétitivité de l'ordre de 17 milliards d'euros
donc une amélioration finalement, et Merci. donc un impact et donc un gain pour les entreprises au global de 17 milliards d'euros. On espère quand même que la facture électronique viendra assurer la lutte contre la fraude, puisqu'on a vu, et ça a été dit par Hervé, qu'effectivement cela pourrait compenser, si tout est efficient, jusqu'à 15 milliards d'euros. Donc voilà. C'est Donc, ce pas qui veut dire négligeable. que d'un côté, effectivement, on favorise toutes les entreprises qui sont vertueuses et loyales, et au détriment effectivement des entreprises qui peut-être cherchent un certain nombre de contournements et donc de pouvoir être rattrapées par la patrouille, comme l'on dit, par notamment cette facture électronique. Donc voilà, mais on voit qu'il y a une équivalence entre la suppression de la CVAE et donc nous sommes là pour que, bien évidemment, les règles soient tenues, établies, respectées au MEDEF, bien évidemment, par toutes les entreprises. Et donc, ben, voilà, ce simple phénomène entre l'optimisation des taxes mais aussi la mise en place de la facture électronique, vous voyez, se compense à quelque chose près. Donc voilà ce qui permet de faire la quadrature et de boucler le cercle compte tenu de l'actualité que nous voulions porter avec vous sur croissance, innovation et facture électronique aujourd'hui. Ce qui donne quelques instants peut-être à ceux qui voudraient s'exprimer de pouvoir poser des questions. Voilà, c'est possible en chat, je le rappelle, avec le mode conversationnel de Teams. On va laisser quelques instants pour cela. Pour faire un tout petit peu de macro, pendant que des questions peuvent peut-être être posées, et nous n'obligerons et forcerons personne, mais ces sujets de compétitivité sont essentiels, hein. On a une concurrence mondiale et qu'on soit TPE, PME, ETI ou grandes entreprises, nous pouvons tous y être concernés. Et en l'occurrence, il y a, vous le savez, de l'autre côté outre-Atlantique, ce que l'on appelle l'IRA, hein, l'Inflation Reduction Act, qui Oui. n'a rien à voir avec la réduction de l'inflation, comme le dit son nom, mais est en fait une aide très massive du gouvernement nord-américain à favoriser, et quand c'est bien, il faut aussi le dire, à favoriser à millions, milliards de dollars l'innovation et l'innovation verdissante de surcroît, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le besoin du consommateur va dans ce sens, personne ne l'ignore, et que à ce jour, l'Europe n'est pas encore totalement au même registre et aux mêmes volumétries d'aide et d'accompagnement pour aider ces leviers-là à aller vers l'innovation. Donc les montants n'ont rien à voir entre ce que les États-Unis injectent pour leur économie et ce que nous faisons en Europe, à l'exception près quand même de ce qui a été signalé sur le crédit impôt innovation et crédit impôt recherche, puisque c'est quand même une particularité, une singularité française. Donc il faut aussi se réjouir de cela si on ne vient pas l'enlever trop tôt. Ça permet Tout effectivement à fait. de servir de levier. Donc il faut remettre tout ça dans ce contexte aussi macro, on va dire, par rapport à cela. Mm. Je ne vois toujours pas de questions, donc pour aiguiser encore plus vos appétits, je pense que terminer avec une belle citation de Joseph Schumpeter, qui quand même, Oh, sur qui le quand progrès, même, voilà, formaliser sur le progrès l'innovation technique. et sur la destruction créatrice, a quand Tout à même fait. fait quelque chose qui a un peu marqué à la fois l'histoire, le passé et je pense encore le futur. Entreprendre consiste à changer un ordre existant. Voilà, il nous impose tous, nous, acteurs économiques de création de richesse, effectivement, à innover. Donc voilà, donc c'était bien la thématique d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura donné l'appétit plutôt que de vous le couper. Mais en tout cas, je me retourne bien évidemment vers vous qui êtes restés avec nous, effectivement, pratiquement au terme. Merci à ceux qui sont passés à un moment donné Merci. sur notre conférence. Bien sûr, merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Romuald. Et donc, on le répète, hein, nous faisons, nous, avec toutes les marques des entreprises qui le nécessitent et pour lesquelles il est bon de citer leur nom. Donc, merci à BDO. Nous avons déjà eu plusieurs interventions de cabinets d'expertise comptable. Voilà, merci pour cet éclairage. Et donc, les ampoules étaient de bon ton, même s'il y en a peut-être un petit peu trop d'allumées à mon goût parce que ouais, voilà, hein, l'économie que nous devons Environnement. faire sur l'énergie n'est malheureusement pas derrière nous. Mais bon, c'était juste pour l'image. En tout cas, merci beaucoup, Samuel. Et puis, Merci merci à tous beaucoup pour cet pour votre accueil. écoute.
Merci à tous. Merci. À retrouver sur YouTube MEDEF Vendée pour ceux qui auraient raté ou ceux qui voudraient revoir effectivement des éléments de cette conférence. Prochain rendez-vous le 2 octobre, comme je le disais, avec ADN Ouest sur le sujet de la gestion des datas parce que on peut et on est autorisé parfois à s'y perdre un peu quand on n'a pas effectivement des responsables SI qui sont là pour cela et toutes les entreprises n'en sont pas dotées. Voilà, messieurs, encore merci. Merci à BDO. Excellente semaine à vous toutes et à tous. À très bientôt. Ah, je vois peut-être un petit mot sur la conversation, mais c'était sans doute des remerciements. Exact. Merci pour ces informations très intéressantes. Belle journée. Merci beaucoup pour ces éléments et ce partage. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci à bon tous. appétit. Merci Au revoir. encore.